Nous voilà partis dans le sud, un sud vaste, lumineux, mais longtemps sous-estimé, celui du Languedoc, l'un des plus grands vignobles de France, des plus fascinants. Et oui, fascinant par sa taille, par son histoire, mais surtout par sa métamorphose. On parle ici d'une région qui, il y a un siècle, produisait des millions d'hectolitres de vin de table, qui aujourd'hui rivalisent avec les plus grands crus français. Alors installez-vous, on vous emmène du côté de la Méditerranée, à la découverte d'un vignoble aussi ancien que moderne. Bon alors commençons par les bases. Le Languedoc c'est vraiment un des plus grands vignobles de France selon toi Marion ? Mais c'est pas que selon moi, mais oui, et de loin, avec 246 000 hectares, c'est le plus grand vignoble français en surface, comme en volume. Il s'étend comme un espèce de grand arc, un croissant, des Pyrénées jusqu'au sud de la vallée du Rhône. C'est énorme. Donc on imagine en fait une grande diversité de paysages tout au long de cette grande surface. Mais oui, c'est un territoire de vrai contraste parce que le terrain ancien du Massif central à l'ouest, avec des influences quasiment maritimes jusqu'à un certain endroit. Il y a les coteaux pierreux qui sont baignés de soleil, ça cogne fort. Il y a l'univers de la garrigue, très très sec, c'est très parfumé, on retrouve dans les vins. Il y a les plaines alluviales qui sont plus fertiles et abritées finalement. Et puis enfin, il y a toute la zone littorale qui est ponctuée d'étangs. Les vignes ont quasiment les pieds dans l'eau. Donc en fait, suivant où on plante sa vigne, on peut avoir des vins qui ont des résultats totalement différents avec ces différents... Tout à fait. Entre les coteaux frais du Pic Saint-Loup, les terrasses du Larzac, les sols calcaires de la Clappe, c'est comme un puzzle viticole géant. En gros, c'est ça. Et en parlant du fait qu'elle est passionnante à déguster et donc à découvrir, j'ai l'impression que quand on parle du Languedoc, en fait, on fait un peu référence à une région nouvelle, mais pourtant, c'est l'une des plus anciennes régions viticoles. Et oui, exactement. C'est un paradoxe, parce que la viticulture remonte à l'Antiquité grecque et romaine. Les Grecs puis les Romains ont planté leurs premières vignes sur la côte méditerranéenne autour de Narbonne. Mais pendant longtemps, le Languedoc a surtout été, et c'est ça que certains retiennent encore, une terre de volume et pas de prestige, d'où le paradoxe. Alors que pourtant, aujourd'hui, on la décrit comme étant un peu, entre gros guillemets, la Californie française. Mais oui, parce qu'après avoir été le symbole vraiment du vin de masse, le Languedoc est devenu un laboratoire d'innovation. Il y a eu une espèce de grosse secousse dans les années 80, au début des années 80, et c'est ici qu'on retrouve en fait les pionniers du bio. Près d'un tiers, tiens-toi bien, un tiers des surfaces viticoles sont aujourd'hui certifiées ou en conversion. Et les jeunes vignerons arrivent en nombre, un peu, on les appelle les néo-vignerons, ou des jeunes vignerons qui reprennent le domaine familial, mais en bougeant les choses, et d'autres qui arrivent d'autres régions parce que la vigne est encore accessible financièrement, et ils sont attirés par cette espèce de liberté qu'offre ce territoire. Et comment ils ont fait pour passer un peu du gros rouge vin de table à des vins haut de gamme beaucoup plus prestigieux ? En fait, c'est une histoire pleine de rebondissements en fait, parce qu'au 19e siècle, la révolution industrielle et le chemin de fer transforment complètement la région. On produit en masse pour alimenter les ouvriers des villes. C'était facile d'exporter du vin en vrac finalement. Et à cette époque-là, le Languedoc comptait jusqu'à 450 000 hectares de vignes, quasiment le double d'aujourd'hui. Ouais, c'était une vraie usine à vin, quoi. Oui, mais c'était des vins sans identité. C'était des vins de table, on appelle ça comme ça, des vins de table bon marché. Et puis finalement, ils avaient un peu fini par lasser les consommateurs. Il y avait la concurrence italienne, il y a eu aussi les vins d'Algérie, finalement il n'y a pas si longtemps que ça, 1962. Et puis il y a une crise qui a éclaté. En 1976, à Montredon, la colère explose. Les vignerons se révoltent et la manifestation tourne au drame. Et donc ça marque un peu le tournant. Mais oui, en fait cet événement marque une prise de conscience qu'il faut produire moins mais mieux. À l'époque, on produisait des vins qui faisaient 7-8 degrés.
avec des rendements à l'hectare qui étaient mais phénoménaux. On produisait jusqu'à 200-250 hectolitres à l'hectare. Aujourd'hui, dans le Languedoc, on produit 15, 20, 25 hectolitres à l'hectare. Rien à voir. Donc, forcément, le vin n'a pas du tout le même goût. Donc, il faut produire moins mais mieux, voilà. L'État encourage la création de la catégorie vin de pays, qui sont devenus plus tard les IGP, d'aujourd'hui les indications géographiques protégées. Et petit à petit, les vignerons se réapproprient leur terroir, trouvent d'autres clients, commencent à exporter leur vin vers d'autres pays qui n'avaient pas la même image que nous. Et depuis les années 80, la qualité ne cesse de grimper. Le Languedoc devient vraiment une référence mondiale. Oui, et aujourd'hui on entend beaucoup parler du Languedoc, notamment de l'AOC Languedoc, mais aussi de toutes ces IGP. C'est d'ailleurs un peu flou tout ça, il y en a énormément. Ah oui, mais c'est normal, le Languedoc c'est un vrai millefeuille d'appellations. Pour faire simple, alors tout en bas de la pyramide on a les IGP, qui représentent, on va dire, 70% de la production. C'est énorme. Elles ont été créées pour remplacer les anciens vins de table. Voilà, on a bien délimité des zones, pour qu'il y ait quand même une identité régionale forte. Les plus connus sont les IGP Pays d'Oc. Tu vois, vin de Pays d'Oc, vin de Pays de l'Aude, vin de Pays de l'Hérault. Et il y en a beaucoup finalement. Et ensuite, après, on monte un peu la pyramide. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Alors après ces IGP très régionales, on en a même qui sont un petit peu moins vastes, genre IGP Saint-Guilhem-le-Désert ou IGP Côte de Tongue. Celles-là, on ne peut pas les produire sur toute la surface, mais seulement sur des zones. Et puis on resserre encore un petit peu et on arrive à l'AOC régionale Languedoc, qui s'appelait avant Coteaux du Languedoc et qui regroupe une bonne dizaine de dénominations locales. Il y a Montpérou, il y a Grès de Montpellier, Saint-Saturnin, Saint-Georges d'Orc, tu vois, il y en a plusieurs qui sont, on voit bien que ça se resserre de plus en plus pour arriver sur des zones beaucoup plus resserrées. C'est un peu le socle de l'appellation. Et puis juste au-dessus, en grimpant dans la pyramide, on retrouve les AOC sous-régionales comme Corbière, Minervois, Saint-Chinian, Faugère. Voilà, ça c'est des noms qu'on croise souvent. Et encore quelque chose tout en haut de cette pyramide ? Alors, tout en haut, il y a des appellations communales, tu vois, qui sont plus sous-régionales, mais on resserre encore. Et on arrive tout là-haut dans la pyramide et on les appelle les crus du Languedoc. Et là, on va retrouver la Clappe, on va retrouver Terrasse du Larzac, Pic Saint-Loup, Minervois, la Livinière, Corbière, Boutnac, de plus en plus resserrés. Et ça, ce sont quand même plutôt des vins de garde, concentrés, puissants, mais d'une belle finesse, qui ont une vraie identité reconnaissable en bouche. Du coup, même si la région est énorme, heureusement, il y a une vraie hiérarchie pour pouvoir classer un peu tout ça. C'est ça, et puis cette hiérarchie, elle s'est aussi créée grâce à l'optique qualitative des vignerons. Autrement, on serait resté à faire des vins un peu basiques. Donc c'est grâce à eux, faut vraiment dire ça, parce que c'est vraiment très important. Et côté cépage, ça donne quoi alors là, alors dans le Languedoc, c'est un terrain de jeu extraordinaire, parce que en rouge, on retrouve vraiment les piliers méditerranéens. Grenache, Syrah, Carignan, Mourvèdre, Cinsault, mais on trouve aussi des cépages plus internationaux, comme le Merlot, Cabernet Sauvignon. Et en blanc, le Muscat petit grain, on trouve beaucoup dans le Roussillon, les Grenaches blancs et gris, la Clairette, le Picpoul, le Macabeu, le Bourboulinque. Bon, c'est une vraie mosaïque, et ça, ce n'est que certains, il y en a encore beaucoup plus. Certains sont autorisés dans certaines AOP, et d'autres, ils restent dans les IGP. Voilà, chacun dans sa maison. Et en termes de type de vin, on retrouve quoi ? Alors, en termes de type de vin, on produit quasiment de tout. Mais il y a quand même 76% de rouge, 14% de rosé, 10% de blanc, 5% d'effervescent et même 2% de vin doux naturel. C'est assez unique en France de produire tous ces types de vins différents. Justement, parlons un peu de ces vins doux naturels, c'est assez méconnu quand même. C'est assez méconnu, c'était très connu à une époque où on aimait un peu plus qu'aujourd'hui les vins sucrés et les vins forts en alcool. Parce que franchement, ils font partie de l'histoire la plus ancienne du Languedoc. Regarde les muscats
du Languedoc, les muscats de Rivesaltes, les muscats de Frontignan. C'est connu ça. Ils sont produits à partir du muscat à petits grains. C'est un cépage qui était déjà connu dans l'Antiquité. Et c'est ce qu'on appelle du coup les vins mutés. Oui, ça veut dire la même chose. Depuis le Moyen-Âge, on ajoute de l'alcool neutre pour stopper la fermentation. Comme ça, on garde une partie des sucres naturels du raisin. Et surtout, on protège le vin c'est un peu comme de la confiture finalement. C'est le même principe. Ouais. On protège le vin qui ne va plus fermenter et qui va conserver une dose d'alcool, une dose de sucre qui sont d'excellents conservateurs. Donc, à une époque, on ne savait pas trop comment conserver les vins. C'était une super méthode. Et est-ce qu'il y a des appellations spécifiques pour ces vins doux naturels ou... Oui, il y a, je disais, le muscat de Frontignan, connu, mais il y a aussi le muscat de Lunel, il y a aussi le muscat de Mirval, le muscat de Saint-Jean-de-Minervois, tout là-haut, en hauteur de Béziers. Voilà, c'est très intéressant, il ne faut pas s'en détourner. C'est un peu un autre monde de vins sucrés, parfumés, dorés, qui sont parfaits pour les desserts ou même pour le foie gras, quand on aime ça. Ouais, les fêtes approchent. Oui. Bon, et bien, je crois qu'on a un peu fait le tour, on peut le dire. Le Languedoc, c'est un vrai roman viticole, entre des racines antilles, des révoltes, des renaissances, et aujourd'hui une liberté totale, quoi. Ah oui, c'est ça, exactement. C'est la région qui prouve que le vin peut se réinventer, mais surtout sans renier son histoire. Du vin de masse au grand cru, du littoral aux montagnes. Le Languedoc, c'est un peu la force tranquille du vignoble français. Très bien, et bien on referme les portes du Languedoc. Merci Marie-Do pour cet épisode et merci à vous de nous avoir écoutés. Et oui, et la semaine prochaine, on explorera un autre roman, on ouvrira un autre roman tout aussi intéressant, celui qui retrace l'histoire de la première box de vin en France, de 3x20, en réalité de notre histoire. Et oui, car on fête nos 15 ans cette année. Et oui. Et pour l'occasion, je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook ou encore Pinterest, et sur notre site 3x20.com, où vous découvrirez tout un tas de surprises afin de fêter avec nous ces 15 bougies.